Bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre-Édouard Denis. Je travaille chez Vinci Construction Grand Projet. Je suis effectivement tombé dans le béton il y a longtemps, 2008 et même un peu avant chez Vinci France pour mon stage de fin d'année, puis chez Lionel au service béton de Vinci Construction Grand Projet pendant 6 ans, à faire de l'assistance technique sur des projets à l'international. Et puis en 2014, je suis parti sur le projet de la nouvelle route du littoral pour 4 ans, à mettre en place les bétons, les contrôles, le labo, les contrôles, tout. Ouais, une belle expérience. Et puis depuis 2018, j'ai rejoint Londres avec un projet tout à fait différent, qui est donc un projet de travaux souterrains que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, juste pour... j'ai pas mal de points à présenter, donc je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on a quand même une limite de temps. Donc, je vais faire une présentation du projet pour commencer et après, j'ai souhaité traiter les structures principales, les structures principales du projet, donc tout ce qui est travaux souterrains de pieux et de parois moulées, les radiers de fond de puits, les revêtements de l'intérieur des puits, les structures donc de CSO, c'est collecte d'eau usée, les activités de tunnel, et après des sujets un peu plus techniques, béton sur de la durabilité, des suivis thermiques, des bétons environnementaux et des projets innovants, on va dire. Donc, je vais essayer d'avancer. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur le chat. Pour commencer, donc, le projet se passe à Londres. La vue que vous voyez, c'est clairement là où on travaille, à peu de choses près. L'objectif est donc de nettoyer, j'ai envie de dire, la rivière, la Tamise, tout simplement parce que le réseau d'eau usée courant a été dimensionné et créé par M. Bazalgette en 1860, donc il y a déjà un bon moment, à une époque où il y avait 2 millions d'habitants. Et M. Bazalgette avait pris l'initiative et l'idée de le dimensionner pour 4 millions d'habitants, ce qui était déjà une bonne idée. Sauf qu'aujourd'hui, il y a à peu près 9 millions d'habitants à Londres. Donc, le système d'eau usée est sous-dimensionné. Et puis, avec les prévisions, ça devrait monter encore plus à 15-16 millions d'habitants. Donc, ce qui se passe dans le réseau d'eau usée, c'est que, comme c'est un réseau ancien, en briques, ils évitent pour éviter que le système de localisation explose, les jours de grosses pluies, ils évacuent le surplus dans la Tamise, ce qui représente environ 50 jours par an. Donc, c'est pour ça que l'intérêt vraiment du projet, c'est d'éviter ces 50 jours par an, de déverser les égouts dans la Tamise. Quelques chiffres pour vous situer un peu la taille du projet, l'ampleur du projet. Donc, c'est 25 km de long, un tunnel en système gravitaire, hein, donc qui va partir d'un point haut vers un point bas. Le tunnel et les puits ont une capacité de stockage de 1,6 million de mètres cubes d'eau, enfin d'eau usée. Le projet initial était à 4 milliards. Je n'ai pas les chiffres actuels. Et la profondeur donc comme c'est gravitaire, il va du point haut à 31 mètres de profondeur jusqu'à 66 mètres de profondeur. Et nous, sur la partie est que je vais vous présenter aujourd'hui, nous sommes sur les points bas, donc dans les environs de 55 à... Là, on n'a plus de son. Je ne sais pas si
S'il y a que Non, ça moi. vient d'arrêter. Je croyais que c'était chez moi. Non, il n'y a plus de son. Là. Il est figé, Pierre-Edouard Didier. Projet Thames Tideway où on part du point haut à gauche au numéro 1 jusqu'au point bas 23 et nous on est sur la partie est, donc du point 17 au 23 qui est donc ce qu'on appelle le main tunnel, donc le tunnel principal. Le tunnel principal, c'est celui qui longe toute la Tamise ici. Il est un peu plus gros que les tunnels de connexion qu'on voit sur les côtés. Et on a aussi un tunnel de connexion qui est ici. Donc, en fait, le projet Est, qui est juste un tiers du projet total, représente 6 puits, 6 chantiers et 2 tunnels. Et c'est ça dont je vais vous présenter ça aujourd'hui. Juste pour information, le petit bout de tunnel qui est en haut à droite, là-bas, s'appelle le Lee Tunnel, qui a été fait il y a une quinzaine d'années maintenant ou une dizaine d'années, qui était le démarrage du projet pour aller jusqu'à la station de traitement. Et donc, nous, on va venir se connecter à cette station et à ces puits qui étaient déjà existants. Voilà. Ici, c'est une coupe du système, en gros. Donc, on voit les différents niveaux avec la Tamise, le métro, les chambres de collecte d'eau usée avec les réseaux existants. Et ici, c'est tout un système en fait de diversion des eaux avec un tube de descente qui permet de faire tourner l'eau pour éviter la chute. Donc, c'est un tube à effet vortex qui arrive en bas. Et ici, on a des puits, enfin des murs intermédiaires internes pour bloquer le flux au fond de nos puits. Et ensuite, soit le tunnel est directement au fond du puits, soit il est relié par un petit tunnel de connexion comme c'est le cas ici. Là, c'est pour montrer un petit peu donc, du point ouest à 30 mètres de profondeur jusqu'au point est. Et nous, on est sur la partie est, donc avec majoritairement voilà, de la haute profondeur. Je vais avancer un petit peu pour parler des sujets. Donc ça, c'est les différents lots. Donc nous, on est donc en groupement avec Costain, une entreprise anglaise, et Bachy-Sol Étanche. Donc Bachy-Sol Étanche, grand expert des fondations profondes. Ce qui est important, ce que vous verrez, la quantité de travaux de fondations profondes, c'est important d'avoir une entreprise experte comme Bachy-Sol Étanche. Voilà, je vais passer un petit peu sur. En fait, il y a beaucoup de choses qui se font sur le. Donc les fondations, on a donc c'est un grand projet de fondation, surtout au démarrage, avant la partie tunnel. Tous les puits sont faits par des parois moulées. Donc là, c'est des chiffres pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Le puits principal qu'on appelle Chogé et le tunnel de connexion, euh, on, on a un puits qui est un peu plus gros avec un diamètre intérieur de 27 mètres. Diamètre intérieur de 27 mètres et après le revêtement intérieur, on a toujours 25 mètres de diamètre. Les autres sont un petit peu plus petits, mais restent entre 17 mètres et 20 mètres. Et sur les parois moulées, ce qui est important de voir, c'est là les profondeurs. Donc, on a fait des parois moulées de 60 à 75 mètres de profondeur avec des épaisseurs de 1 mètre à 1 mètre 50, sachant que ça, ce sont des épaisseurs théoriques. Comme on creuse dans le sol, on a souvent un peu plus. Et donc, chaque paroi moulée faisait jusqu'à 300 mètres cubes de béton. Tout ça bétonné avec donc un fluide de stabilisation et un système de trémie pour bétonner depuis le bas afin de repousser le liquide de stabilisation du sol de bas en haut et ainsi avoir un béton homogène pour garder bien le béton non pollué par le fluide de stabilisation. Deux différents systèmes de parois moulées. Il y a les primaires et les secondaires afin de pouvoir faire un puits rond.
Donc, on voit bien les formes des deux différents types de parois moulées. Un point de vue béton et structure, on a ici une durée de vie des ouvrages de 120 ans. Donc, on a un rapport de durabilité permettant de démontrer ces 120 ans. Et d'un point de vue béton, on doit respecter des conditions d'exposition. On est là sur un béton en CM3B avec un ratio eau sur ciment inférieur à 0,45. Les, les enrobages, donc pour la durabilité, c'est 50 mm, mais en fait, comme c'est des parois moulées et qu'on a vraiment la tolérance de réalisation, l'enrobage initial objectif est de 100, histoire d'assurer qu'on est 50 à chaque fois. Et c'est des bétons très fluides sur des très longues durées parce que comme on les bétonne depuis le fond sous un système de trémie, il faut que le béton reste toujours fluide le temps qu'on puisse enlever les longueurs de trémie. Voilà. Quelques photos des équipements Bachi qui étaient sur le chantier. Ici, c'est un petit cas particulier. On a observé quelques fissures sur certaines parois moulées qui n'étaient pas du tout problématiques d'un point de vue structurel ni de durabilité, mais en fait, elles étaient assez répétitives et similaires de pluie à pluie. Et donc, en fait, il y a eu un Bachy Soletanche a lancé une étude poussée, approfondie sur ces systèmes, sur ces parois moulées pour comprendre les déformations. Et donc, il y a une thèse qui est en cours ici en Angleterre. Et en fait, ça, c'est un extrait des essais qui ont été faits. Donc, ils ont équipé des cages d'armature pour mesurer donc les déformations et les températures. Et en fait, j'aime bien ce graphique parce qu'on voit l'impact entre un panneau de parois moulées primaire où le béton monte assez haut. Pas tant que ça, parce que comme on a énormément de laitier dans les bétons, ça c'est pas énorme, mais qui monte. Ensuite, il redescend, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on bétonne les panneaux secondaires qui sont donc adjacents, on réactive, on refait monter la température du béton du panneau primaire. Donc, à chaque fois qu'on rebétonne le panneau adjacent. Et donc, en fait, tout ça lié à la déformation mesurée. Donc, il y a une thèse qui est en cours pour essayer d'expliquer justement toutes ces déformations sur un puits fabriqué en parois moulées. Donc, ça, c'est un sujet qui est assez intéressant et qui est en cours. Aussi de l'amélioration de sol, donc par injection de coulis. Plus de 2000 mètres cubes sur un des sites et 1500 mètres cubes sur un autre site. Donc, c'est la photo que vous avez sur la gauche où on voit ouais, plus de colonnes pour améliorer le terrain avant de faire les parois moulées pour les puits et tout ça. Voilà, je vais passer sur les radiers des puits, qui était un de mes sujets au départ quand je suis arrivé. Ça, c'est les photos du puits principal, donc de Tchof, le puits le plus large, donc 27 mètres de diamètre. On se retrouve à peu près à 60 mètres de profondeur et on a un radier comme celui-ci à faire. Donc, au milieu, on a 4 mètres d'épaisseur. Et il y a 1600 mètres cubes de béton à bétonner avec les camions qui arrivent en haut du puits, à bétonner avec des 60 mètres de profondeur en continu, en une fois. Et donc là, on a fait des analyses thermiques, on a fait un bétonnage assez intéressant sur 3 postes de suite. Donc, on a commencé le vendredi matin, mais en fait, avec les trafics, on n'a pas bétonné énormément le vendredi. On a bétonné 240 mètres cubes, comme vous pouvez voir ici.
Et ensuite, on a fait donc le vendredi pendant la nuit et le samedi avec environ 600 à 700 mètres cubes à chaque fois, ce qui était un peu plus nos objectifs. Et ce qui est pas mal sur ce graphique, c'est que donc en jaune, c'est le cumul, mais en vert, en bleu et en rouge, c'est les 3 centrales à béton qui nous ont livré. Et donc, on voit bien les centrales différentes. C'est que la verte ne travaillait pas pendant la nuit. Donc, pendant la nuit, elle était complètement à l'arrêt. Puis, ça a été pris en charge par une autre centrale qui, elle, ne travaillait pas pendant le jour. Donc, on voit bien les échantillons, les provenances des échantillons, les cadences. Et voilà. Et donc, du coup, en 3 shifts, on a réussi à bétonner ces 1600 mètres cubes. On avait équipé ce radier de thermocouple pour suivre l'évolution des températures du béton parce que déjà, il y avait un gros risque de RSI. Donc, on avait mis des critères et puis en fait, comme en plus on bétonnait en été, on était un petit peu court. Donc, on a fait plusieurs choses. On a changé un petit peu à la dernière minute la formule béton pour monter, en montant les quantités de laitier qui étaient de 67%, on les a montées jusqu'à 73% afin de réduire encore un petit peu notre chaleur d'hydratation. Et après, on a mis en place un système pour essayer de refroidir un peu ou de maintenir les camions à température. Voilà, et en fait, là, on a le suivi thermique sur cette courbe qui part. Il y a 2 températures différentes. C'est qu'en bas du radier, donc qui était le premier bétonné le vendredi, on était environ à 24 degrés. Et au final, le cœur, qui était plutôt bétonné au moins 24 heures après, était presque à 30 degrés. Et donc là, tout ça, on a comparé avec le modèle élément fini et le Syria. Et en fait, c'est pas mal en estimation. Et on a vu, surtout en estimation, en analysant ça, que il y avait un vrai impact de l'effet retard. Parce que comme c'était très massif, on avait rallongé le début de prise et le maintien d'ouvrabilité afin d'être sûr de pouvoir remélanger toutes les couches. Et en fait, cet effet retard nous a permis de réduire aussi le pic parce que ça a retardé un petit peu la prise. Donc ça, c'était un sujet bien intéressant qu'on a eu il y a quelques années maintenant. Ensuite, après les radiers, on a fait tous les revêtements intérieurs des puits, ce qui apparaît les parois moulées. En fait, les parois moulées sont pas étanches. Elles sont pas designées pour être étanches. Donc, en fait, il y a un revêtement intérieur qui a été fait. On est d'ailleurs en train de faire le 5e puits en ce moment, là. Ils ont tous été faits avec une méthode de coffrage glissant. Donc, du coup, en continu, arrêté que les week-ends. Et alors, celui-là, c'est un cas particulier aussi. C'est le puits le plus grand, là, où en fait, le revêtement intérieur n'était pas collé à la paroi moulée. C'était un revêtement intérieur double face avec un vide annulaire donc, qui se retrouve entre la paroi moulée et le revêtement, et le revêtement intérieur. Parce que les designers en fait avaient prévu donc de remplir ce vide pour mettre en pression pour comprimer en fait l'anneau du revêtement intérieur grâce à la pression appliquée pendant qu'on remplissait le vide annulaire. Donc là, c'est pour ça qu'on voit, c'est ce qu'on voit ici là avec les trémies de bétonnage pour bétonner au fond. Et afin d'appliquer une pression, on avait commencé par remplir de l'eau. Donc, on a fait du bétonnage de béton autoplaçant sur un béton retardé de plus de 24 heures pour pouvoir avoir une haute, pour que le béton puisse appliquer de la pression sur sur le revêtement intérieur. Tout ça sous 10 mètres d'eau. Donc, c'était un cas très particulier qui s'est plutôt bien passé. Donc, on a fait un peu d'enregistrement de valeur de pression.
Ce qu'on voit en haut à droite, c'est l'objectif. Donc, il fallait être entre la pression minimum de la courbe jaune et la pression maximum de la courbe bleue. Et en fait, grâce à ces 10 mètres d'eau initiaux, plus le retard sur le béton, on a réussi à appliquer cette pression sur le revêtement intérieur. Alors, pas complètement au pied. Ça, c'est un peu parce on a été obligé de commencer un peu vite sans qu'on ait toute l'eau. Mais à partir du point 5 mètres et toute la hauteur après, on a réussi à appliquer la pression nécessaire pour comprimer le revêtement intérieur. Pour les autres sites, les revêtements intérieurs des puits donc, ont été faits en coffrage glissant. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est la vitesse en fait, à laquelle sont faits ces revêtements, puisque ça, c'est un petit graphique qui montre donc, les levées à chaque shift, donc 2 shifts par jour. Et donc, il a été bétonné quasiment 3 mètres de hauteur par jour, ce qui représente 15 mètres dans la semaine. Et en fait, on se rend compte qu'en 1 semaine et demie, ils avaient fait la majorité de la hauteur. Ici, ils ont fait un arrêt pour changer la configuration du coffrage parce qu'on arrivait en haut de la colonne pour la collection d'eau. Et ensuite, une autre adaptation parce que quand on arrive à la fin, il faut enlever les étages du haut. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au final, il a fallu 11 jours pour bétonner une hauteur de près de 45 mètres à 15 cm par heure. Voilà, ça, c'est ce qu'on a pu faire sur 3 des 4 sites. Il y a un site où on n'avait pas l'autorisation de bétonner la nuit. Donc là, on a dû faire des bétonnages 1 jour sur 2 avec des joints de construction entre les deux. Donc là, pour le coup, ça avait duré plus longtemps. Quelques photos là, de ce coffrage glissant, donc avec les poutres partie supérieure qui permettent de lever le coffrage au fur et à mesure que le béton durcit. On voit la pompe là, qui arrive depuis le haut pour bétonner et puis les aciers en attente. Donc, il y a 5 niveaux sur le coffrage glissant. Tout en haut, les niveaux permettent d'installer les aciers à l'avancement. Le niveau tout en bas, c'est pour les réparations et les finitions. Et le niveau 2, c'est pour le bétonnage. Voilà, quelques photos aussi de la finition des revêtements intérieurs. Il est à noter qu'on a pris le parti de bétonner aussi la colonne, donc la colonne de descente des eaux usées en direct avec. Les autres sites, Central et Ouest, n'ont pas pris cette option-là. Nous, on l'a bétonné en même temps pour nous faire gagner du temps. Et ça s'est très bien passé. Les autres structures qu'on a, celle-là est un peu particulière, c'est les chambres de collecte des eaux usées. Donc, le réseau d'eau usée existant, en fait, va être ouvert sur des demi-tuyaux. Et tout ce qui sera au-dessus, en fait, va montrer qu'il y aura une quantité trop d'eau dans les champs, enfin, trop d'eau usée dans les égouts. Et donc, va se déverser dans cette chambre de collecte des eaux usées. Et donc, en fait, si on voit un modèle qui permet d'estimer les vitesses d'eau, donc l'égout arrivant en horizontal ici, tout ce qui est en supplément, en fait, va se déverser et va être plus ou moins bloqué ou emmené dans le puits. Et en fait, cette structure est un peu particulière parce que comme on collecte les eaux, on a des assez fortes vitesses d'eau usée. Et donc, on a des exigences spécifiques pour résister à l'abrasion. Donc, on a des bétons un peu spécifiques avec une résistance à la compression un peu plus élevée et surtout une limitation du laitier. Ça, c'était demandé par notre designer.
avec un ratio sur ciment assez bas aussi. Voilà. Et quand on a en zone de très forte vitesse d'eau ou d'impact des eaux, on a aussi un besoin d'avoir des fibres métalliques en plus des aciers. Voilà. C'est un ouvrage particulier parce que comme on est limité en laitier, mais qu'on a quand même des besoins de résistance assez élevés, qu'on a aussi beaucoup d'acier, on a des bétons autoplaçants et qui du coup vont avoir des chaleurs d'hydratation un peu élevées. Donc c'est aussi pour ça que je vais en parler, c'est que du coup la plupart des ouvrages, la plupart des murs de cette chambre de collecte sont massifs, 900 mm de théorique, et comme c'est des parois moulées ou des pieux qui sont derrière, on prend une tolérance de surépaisseur. Donc on est plutôt sur des épaisseurs de 1,10 m, et donc avec des limitations en laitier et des fortes teneurs en ciment, enfin en liant, on a des températures qui peuvent flirter avec notre critère qui était de 75 degrés. Donc ça, c'est un exemple d'enregistrement thermique. Du coup, on a fait on a fait pas mal de mesures thermiques pour éviter les risques de RSI. Voilà, quelques photos de ces structures. Donc là, quand c'est excavé, il y a des poutres temporaires pour maintenir les parois moulées et les pieux. Et ensuite, il y a une fois que c'est bétonné, toutes ces poutres sont enlevées. Voilà. Donc là, c'est maintenu jusqu'à ce qu'on arrive à la deuxième hauteur. Et donc, tout ce qui est résistant à l'abrasion, c'est les premières levées qui sont en contact avec le flux et avec l'impact de l'arrivée des eaux. Il y aura des photos un petit peu plus terminées après. Et donc, comme c'est massif et comme on a un béton qui chauffe beaucoup, eh ben, il nous est arrivé quelque chose un peu particulier en juillet 2020. Il est arrivé on avait tout estimé pour que ça se passe bien en RSI. Donc là, c'est un cas particulier où dans cet angle, le voile est plus épais et il fait 1475. Bien sûr, bétonné en juillet. Et puis surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a c'est des coffrages en double épaisseur de contreplaqué afin d'avoir des tolérances très précises de fabrication. Ce qu'on voit ici, là, ce sont des réservations pour les valves de blocage du flux. Et en fait, ces valves sont des énormes structures métalliques qui sont fabriquées à une tolérance très précise et qui doivent parfaitement rentrer dans la réservation. Donc, en fait, pour être dans les tolérances, on a dû utiliser des doubles épaisseurs de contreplaqué. Donc, tout s'est bien passé. Enfin, tout s'est bien passé. Le bétonnage s'est bien passé. On a fait toutes les vérifications nécessaires. On a installé nos thermocouples. On a enregistré. Et on a découvert qu'on avait dépassé le critère de RSI de 75 degrés. Donc, du coup, on a analysé les données. On a cherché la cause de tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que le pompage, dans ce mois de juillet, nous avait augmenté la température du béton de 6 degrés, ce qui était beaucoup plus que prévu, puisque les bétons testés sur site étaient à 18-19. On s'est rendu compte que le béton initial dans le coffrage était à 25 et que comme on avait ce double contreplaqué, on était en condition quasi adiabatique. Et ça se voit parce que le différentiel côté coffrage est très faible. Donc, on était en condition quasiment adiabatique sur cet ouvrage. Et donc, ça a fait qu'on est monté plus que prévu. Donc, on a fait une revue assez large de la littérature, de ce qui avait été fait précédemment chez Vinci Construction Grand Projet. Et en fait, on est arrivé à une conclusion que le risque de RSI était très faible
parce qu'on avait plus de 40% de laitiers et que le pic était resté en dessous de 80 degrés. Cependant, on était il fallait faire approuver ça avec le client, donc soit on prenait le risque en fait d'avoir une non-conformité jamais fermée, soit enfin il y avait un risque à prendre et donc en fait on a dit qu'on laissait la structure telle quelle parce qu'on était confiant. Par contre, on a fait des carottages pour démontrer aux clients et fermer la non-conformité. Donc, on a lancé des essais d'expansion longue durée. On a fait 6 carottages dans cette zone de 1,40 m, de presque 1,50 m, pour avoir des échantillons, des cylindres qui proviennent du cœur. Et donc, en fait, de ces 6 carottes, on a extrait 12 échantillons qui ont été testés, donc anciennement le LCPC, pendant 12 mois. Voilà, donc ici on a la courbe d'expansion selon la méthode LPC 67, où on voit donc toutes les expansions des 12 échantillons avec une valeur moyenne d'expansion de 0,03 et donc une moyenne, enfin ça c'était la maximale à 0,03, une moyenne à 0,02, ce qui est bien inférieur au critère de 0,04% d'expansion qui met en avant le risque ou pas dans la méthodologie. Donc on a clos la non-conformité grâce à ces mesures. Et voilà, du coup, c'était des belles discussions techniques avec les spécialistes du client, du designer et du groupement. Et ça a permis de laisser la structure telle quelle. Le tunnel, parce que ça reste un projet de tunnel, donc 2 tunnels, un de plus gros diamètre, donc 7,8 mètres intérieur, mais c'est intérieur du revêtement primaire parce que vous verrez après qu'il y a un revêtement secondaire dans le tunnel. Et c'est marqué à côté là, donc intérieur, revêtement primaire 7,80 m et revêtement et le tunnel de connexion est à 5,50 m. Il y a 2 longueurs différentes, il y a 5,5 km et 4,6, donc environ 10 km en tout. Des anneaux de 1,5 et 1,8 mètres, ce qui faisait qu'on avait environ 3000 anneaux à faire sur chaque tunnel en préfabriqué. Toujours 120 ans de durée de vie, un béton C50-60 avec fibre métallique et fibre polypropylène. Alors la fibre polypropylène, elle servait pour la phase temporaire qui est maintenant, c'est-à-dire quand on a le tunnel revêtement primaire seul, parce que à terme, il y a un revêtement secondaire qui est bétonné. Et en plus, c'est une collecte d'eau usée, donc le risque de feu est très faible. Mais c'était demandé pour la phase temporaire de fabrication où pour le coup, il y a beaucoup d'engins pendant la pose et la fabrication du revêtement secondaire. Un ratio sur ciment un peu faible aussi, le but étant d'avoir des résistances à jeunage très élevées pour pouvoir utiliser les moules 2 fois par jour. Ici, c'est les doseurs de fibres automatiques qui ont très bien fonctionné. La préfabrication donc, a été faite dans le centre de l'Angleterre, transportée ensuite en train, tout en moule statique. Donc 42 moules pour le tunnel principal parce qu'il a un anneau en plus, il a un voussoir en plus par anneau et 36 pour le tunnel de connexion. Donc on se retrouve à faire comme tous les moules sont bétonnés 2 fois par jour. On se retrouve à faire 12 anneaux de chaque tunnel par jour. Et pour ça, il faut une résistance à la compression de 15 MPa.
environ 9 heures après la fin du bétonnage. Donc, il y a eu plein de choses de mise en place, y compris le suivi thermique du béton pour estimer la résistance. Mais surtout, ce que je voulais souligner, c'est ce système d'incorporation de vapeur d'eau dans le malaxeur. Donc ça, c'est un système qui est utilisé en Allemagne par Max Bogel. Et là, le groupement qui faisait les moussoirs préfabriqués, Max Bogel et Tarmac, avait pris la décision d'utiliser ce système donc pour injecter la vapeur d'eau dans le malaxeur. Donc là, on voit les canalisations isolées. La quantité d'eau maximale, de vapeur maximale était de 21 litres par mètre cube. On a dû démontrer aux clients qu'on maîtrisait cette quantité, puisque plus on mettait de vapeur, moins on mettait d'eau de malaxage pour compenser. Donc, on a démontré aux clients en fait qu'on savait estimer la quantité d'eau et que les quantités d'eau de eau sur ciment étaient respectées. Et ce qui est important, c'est qu'on arrivait à avoir environ 28 degrés toute l'année. Donc en été, on en mettait peu ou pas. Mais l'hiver, on mettait les grosses quantités de vapeur. Et en fait, ça permettait de maintenir une température de béton assez constante, ce qui est très utile pour une préfabrication de voussoirs. Quelques résultats. Donc à gauche, la résistance à la compression. Ce qui est assez important de voir, c'est que c'est un C50-60. Donc 60 MPa sur cube. On mesure sur cube en Angleterre. Donc 60 MPa, c'est le trait rouge. Et en fait, on voit que les résistances à 28 jours sont au-delà de 80, voire même presque à 90 moyens. Et qu'à 56 jours, on obtient presque les 80, enfin, on obtient entre 90 et 100. Et qu'en fait, on voit bien avec le nuage de points jaunes que les 60 MPa sont atteints à partir de 7 jours. Ce qui est dû au fait qu'on accélère la prise par la température du béton. Et en fait, les 15 MPa à 9 heures font qu'on est complètement surdimensionné en résistance. Et à droite, c'est les résultats qu'on a en flexion. Ça permet de montrer la conformité. Comme c'est des voussoirs qui sont fibrés métalliques, sans armature, on doit démontrer la résistance en flexion sur des poutres. Et on a aussi fait sur des poutres coupées depuis des segments pour montrer aussi la conformité. Voilà quelques voussoirs à la centrale, à l'usine, et puis une photo du tunnel. Durabilité, donc on a, comme je disais, on doit démontrer une durée de vie de 120 ans de l'ouvrage. Donc en fait, il y a un rapport de durabilité qui a été rédigé qui permettait de donner des spécifications béton d'un point de vue type de ciment, ratio eau sur ciment, mais aussi des critères de durabilité à respecter par type de béton. Et donc, en fait, on a fait approuver toutes les formules béton en phase pré-construction, donc avec les formules béton, mais en démontrant les propriétés de durabilité. On mesurait à chaque fois donc, la carbonatation, les chlorures, la migration des chlorures et la pénétration d'eau. Donc ça, c'est des photos du laboratoire qui travaille avec nous pour ces essais de durabilité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a, pendant la phase de production, continué ces essais pour démontrer la conformité. Et en fait, il se trouve que maintenant, depuis 2018, on a fait plus de 200 mesures, ce qui fait beaucoup de résultats.
Et en fait, on est en train on a synthétisé ces résultats et on est en train de les publier pour le prochain symposium FIB. Voilà les résultats. Donc en fait, il y a beaucoup de résultats au début et puis un peu moins par la suite parce qu'on avait déjà fait une analyse des résultats en 2019 pour permettre de relaxer les fréquences de test. Donc ça, c'est pour la carbonatation, les différents mix de béton et les résultats. Donc en fait, on a des valeurs moyennes qui sont très nettement inférieures aux critères, avec par moment des valeurs un peu supérieures. Mais grâce à cette analyse, en fait, on a démontré que les coefficients de variation étaient très élevés. Et donc, en fait, ça explique que ponctuellement, on puisse avoir des valeurs supérieures. Parce que dans l'analyse, on montre des coefficients de variation de 150 à 300%. Donc, ce qui est énorme. Et donc, en fait, ça explique une telle variation entre des valeurs à 10-14 et des valeurs à 10-10. Pour la migration des ions chlorure, on a fait la même analyse. Donc, pareil, on a un peu plus de résultats au début et puis un petit peu moins par la suite parce qu'on a déjà fait des relaxations. Là aussi, les critères, les valeurs moyennes sont très nettement inférieures aux critères. Il y a une valeur qui a été mesurée au-dessus, mais à part ça, on est tout à fait conforme aux critères de durabilité. Et ici, on a la pénétration d'eau. Donc là aussi, bon, il y en a eu beaucoup moins au début parce qu'en fait, les bétons des parois moulées, n'étant pas censés être étanches d'un point de vue structurel, on n'avait pas de critères à démontrer. Donc, on a moins de résultats sur la pénétration d'eau. Cela dit, il y a un petit peu plus de résultats que ça maintenant. Les valeurs ont été un petit peu, ouais, c'est ça, il y a encore quelques mois de plus. Mais en tout cas, les valeurs sont conformes aux attentes. Point de vue suivi thermique sur site, donc d'abord, on a fait pas mal d'estimations pour prévenir les risques de RSI, mais aussi de différentiel de température pour éviter les fissurations au jeune âge. Et en fait, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup parce que ça prend beaucoup d'importance aujourd'hui dans les ouvrages de génie civil. On ne peut plus vraiment faire des ouvrages de génie civil en béton sans faire des mesures de température. Donc, soit parce qu'on fait beaucoup d'ouvrages massifs et qu'on doit vérifier les températures maximales ou les différentiels de température, donc comme on voit ici, soit quand on fait des ouvrages un petit peu fins, on va vouloir aller vite et du coup, on va estimer la résistance du béton en mesurant la température, donc faire de la maturité, la maturométrie. Donc en fait, la thermique aujourd'hui est une partie très importante des ouvrages de génie civil. Deux exemples ici, donc un radier au fond d'un puits, donc qui était un petit peu moins épais que celui qu'on a vu tout à l'heure, où on a une température maxi de 65 degrés. On a calculé les différentiels pour démontrer la conformité aux critères. Et d'autres ouvrages, donc des voiles internes avec des bétons qui chauffent un peu en thermique sur des épaisseurs globalement d'1 mètre. Donc, on fait beaucoup de mesures de température. On fait beaucoup d'estimations avant bétonnage, de mesures et donc de synthèse de température. Là aussi, basé sur toutes ces mesures, je suis en train de rédiger un article pour le symposium FIB, parce que c'est quelque chose qui doit ressortir en fait. C'est qu'aujourd'hui, les chantiers, on ne peut plus vraiment se passer des suivis thermiques.
d'un point de vue qualité, mais aussi d'un point de vue programme. Pierre-Édouard, si tu peux Oui, accélérer un tout petit peu pour qu'il nous reste un peu de temps pour les questions. ça marche, je vais essayer d'aller vite. Donc en fait, en synthétisant, on a pu mettre un peu en évidence les surestimations des modèles type Syria. On a pu aussi mettre en évidence la hausse de la température due au pompage. Donc, on a pu faire des optimisations dans nos estimations thermiques. Et puis surtout, on a pris en compte pas mal de mesures pour éviter les risques thermiques. Voilà, je vais juste montrer quelques exemples ici. On a fait du suivi thermique pour estimer les résistances in situ, ce qui nous permettait dans ce cas-là, de cette grosse réparation, de pouvoir continuer l'excavation. Il fallait qu'on obtienne 35 MPa pour pouvoir continuer l'excavation. Et en fait, le suivi thermique nous a permis de gagner plusieurs jours en fait sur le planning, parce qu'entre un cube de 100 mm et une réparation comme celle-ci qui faisait 1 mètre de profondeur, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps, et on le fait aujourd'hui sur tout ce qui est tunnel. Donc ça, c'est la partie maturométrie qu'on fait sur tout ce qui est du revêtement intérieur du tunnel. Et on a aussi fait là récemment sur un ouvrage un peu massif de refroidissement dans la masse. Donc en installant des tuyaux et en faisant circuler de l'eau pour réduire la température du béton pendant sa prise. Donc celui-là aussi, on l'a monitoré, on a enregistré les températures, et on est en train on a bien mis en évidence le fonctionnement du système. Et on est en train de le vérifier avec le service technique de Vinci Construction Grand Projet pour améliorer en fait l'analyse, la proposition pour chantier en fait. C'est-à-dire que le design, la compréhension du fonctionnement, et pour optimiser le système de post-cooling. Donc ça, c'est en cours de travail avec les services techniques. Je vais aller rapidement sur les 2 points d'après. Je voulais juste te dire qu'on a fait une analyse des émissions de CO2 des bétons en utilisant un outil qui s'appelle CO2 Crit Impact, qui est interne à Vinci. En fait, l'exercice, il consistait à analyser les émissions de CO2 de tous les bétons, d'abord des ouvrages permanents, pour savoir un petit peu comment se situer en termes d'émissions de CO2. Et en fait, ça a permis de mettre en avant quel type de béton était plutôt bon en termes d'émissions de CO2 et lesquels étaient moins bons. Et aussi de définir des nouvelles formules de béton pour réduire ces émissions de CO2. Et donc après, on s'est basé sur un outil interne Vinci qui est donc la matrice Exegi, qui est donc une marque Vinci pour développer les bétons bas carbone. Et en fait, je me suis servi de cette matrice pour mettre en évidence quel béton était mieux que d'autres en point de vue émissions de CO2. Et ça permet au chantier en fait de ne pas prendre en compte que les propriétés des bétons, mais aussi les émissions de CO2, et de pousser sur les mix à plus basse émission. Donc ça, c'est un système qui a été mis en place. Voilà, je vais passer un peu vite. On a fait des réductions de CO2 avec certaines formulations. Et surtout, ce qui est important, c'est que voilà, ces outils-là, ces matrices ont été communiqués sur les chantiers. Ça permet maintenant de leur donner un outil pour choisir un béton, non seulement par la résistance à la compression, mais aussi par rapport à leurs émissions de CO2, donc de les sensibiliser par rapport à tout ça. Voilà, donc je vais passer un peu vite là-dessus, parce que je voudrais dire 2 mots sur le sujet d'après.
C'est un projet d'innovation sujet un peu innovant qu'on a développé depuis 2019. Comme on est un projet un peu environnemental à essayer de nettoyer la Tamise, on avait poussé on s'était dit pourquoi pas faire un peu mieux et se lancer dans un sujet innovant. Et en fait, on a été on s'est mis en contact avec des Américains qui travaillent sur un traitement de déchets plastiques qui permet, en fait, le déchet plastique permet de s'accrocher à la matrice cimentaire et donc de faire partie de la matrice cimentaire et de ne pas être considéré comme un granulat, mais plutôt comme un liant. Donc ça, c'est quelques chiffres sur les productions de plastique et sur les émissions de CO2 dues au ciment. Notre partenaire américain donc, récupère en fait les déchets plastiques type bouteilles, les traite, donc les broie et les traite. Donc cette application, ce traitement dont on n'a pas le détail puisque c'est breveté, permet de créer en fait ce nouveau produit de plastique qui va adhérer pendant l'hydratation à la matrice cimentaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a joué le jeu. On a fait des essais donc avec cet échantillon de plastique, nos échantillons sur place. On a fait nos essais, nos mesures, et en fait, on a montré qu'on n'avait aucune perte de propriété mécanique, que par moment, la résistance était même meilleure avec le plastique, et qu'en durabilité aussi, on n'avait aucune perte de propriété. Alors, il faut noter que les dosages sont assez faibles. On remplace 1 à 2 % de plastique par 1 à 2 % on remplace 1 à 2 % de ciment par 1 à 2 % de plastique. Ça peut paraître assez faible, mais en fait, 2 % de plastique par rapport à 2 % de ciment, ça représente 8 kilos et ça représente plus de 800 bouteilles de plastique, de déchets plastiques. Et en fait, ça, c'est assez important parce que c'est 800 bouteilles par mètre cube de béton. Et en fait, même si ce sont des petites quantités finalement qu'on utilise, il n'y a pas de détérioration de propriété. Et en plus, ça fait des quantités extrêmement élevées de plastique qui n'ont pas d'utilité en fait, qui sont juste en attente de traitement. Voilà, donc ça, c'est un sujet sur lequel on a déjà un petit peu communiqué. Et la phase 2 est en cours d'analyse. Donc voilà, je voulais finir un petit peu en parlant de ça, qui a été fait et qui représente des gains assez significatifs si on commence à prendre des volumes importants. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation. J'ai quelques photos que je voulais vous montrer rapidement sur le projet. Donc la photo d'un des tunneliers qui a été évacué par barge parce qu'on est au bord de la Tamise. Photo des tunnels. Ça, c'est une des chambres de collecte des eaux usées. Et la particularité de nos chambres des eaux usées, c'est qu'on travaille avec l'égout actuel. Donc, on le canalise dans cette structure temporaire métallique afin de travailler autour. Mais il y a l'égout qui traverse en fait le chantier. Voilà les connexions, enfin le chantier qui avance avec le puits. Tout ça, la collecte des eaux usées est terminée et recouvert. Cette dalle, d'ailleurs, a été bétonnée avec du plastique recyclé. Voilà les portes pour gérer les niveaux d'eau dans des égouts dont je parlais tout à l'heure. L'égout au milieu du chantier, là, sur la droite, est temporaire. Voilà, quelques photos du chantier où on a le tunnel qui est au milieu du puits et où on est venu casser le tunnel pour faire la connexion. Et puis,
avec le tube pour faire les descentes des eaux usées. Une vue du chantier, d'un des chantiers depuis le haut avec donc la collecte des eaux usées ici, là, la chambre, qui dirige tout le réseau jusqu'au puits, avec les murs internes en bas pour bloquer le flux. Voilà. Les petits tunnels de connexion entre le puits et le tunnel principal. C'est là où on a installé les tuyaux pour refroidir dans la masse. Et puis maintenant, revêtement intérieur des tunnels, donc avec des systèmes de train pour transporter le béton et bétonner dans des coffrages assez automatisés, ce qui permet d'aller assez vite. Voilà, donc 2 centrales à béton en ce moment pour faire les 2 tunnels, les 2 revêtements de tunnels. Et comme je disais, suivi thermique pour essayer d'estimer la résistance au plus tôt et de décoffrer au plus vite. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Je suis désolé d'avoir dû aller un petit peu vite sur la fin. Si besoin, je crois qu'il y aura la présentation disponible et puis je peux répondre aux questions. Oui, on la mettra en ligne. Merci beaucoup, Pierre-Édouard, pardon. Je passe la parole à Catherine Larive, qui avait une question sur les classes d'exposition. Oui, c'était juste pour savoir, là, elles ont été données dans une codification je suppose, DC3Z, DC2, pour Oui. savoir à quoi ça correspond. C'est les classes qui sont définies dans le BRI Special Digest. Donc, c'est le document anglais pour les agressivités du sol. Donc, qui prennent en compte les taux de sulfate, les taux, les agressions du sol, en fait. Et dans les classes, on a des correspondances avec ce que ça correspondrait dans les classes de l'EN 206? Je peux me permettre de répondre au ouais. Pierre-Édouard si tu veux. Vas-y. Ouais, je peux apporter une assistance, Catherine. Bonjour. Bonjour. En fait, les Anglais, ils ont défini leur guide BRE SD1 qui est plutôt bien fait, dans lequel effectivement ils définissent les teneurs en sulfate, magnésium, etc., avec des seuils assez identiques à ceux de l'N206. Mais en fait, ce document, il correspondrait un petit peu à notre FDP 18011. D'accord? Il donne une définition un peu plus précise avec un focus sur les sulfates. Et en fonction de silos mobile, pas mobile, etc., ça amène à des prescriptions au niveau des bétons. Donc, on peut considérer qu'il est un petit peu différent, mais il est un peu en parallèle de notre FDP P18011. C'est leur manière à eux, parce que les Anglais, ils ont aussi le N206, ils appellent ça Your Standard, parce qu'en Angleterre, c'est le BS 8500. Donc, bien sûr, ils appliquent les règles globales de l'N206, mais à la sauce anglaise. Donc, c'était des agressivités assez élevées ou... Il y a du sulfate pas mal à Londres. Ouais, d'accord. J'en profite pour poser peut-être la deuxième question que j'avais. Je ne sais pas si vous avez un ordre de grandeur du pourcentage de voussoirs fibrés qui n'auraient pas été conformes aux différentes exigences Une pour diverses exigence. raisons. Il y avait Alors, sur la qualité du béton, en fait, les seuls qu'on a rejetés, c'est à cause du finish ou des vides qu'on aurait pu avoir derrière des joints ancrés. Mais clairement, en propriété béton, on a été très nettement conforme. Après, l'historique des voussoirs qu'on a eu ici est assez long parce qu'en fait, on a commencé avec des joints ancrés et lors d'essais grandeur nature, en fait, on s'est rendu compte que les joints ancrés n'étaient pas aussi bons que spécifiés dans les fiches techniques. Donc, on est passé d'un joint ancré à un joint collé avec un yard avec un stockage conséquent de voussoirs. Donc, en fait, on en a
on a retouché des gorges de joint énormément pour recoller des joints. Et en fait, quand on a arrêté ces joints ancrés, on avait un peu moins de vide. Mais globalement, peu de pertes. Si vous voulez un chiffre plus précis, je peux m'enseigner, mais globalement. Oh non, c'était l'ordre de grandeur. Merci beaucoup, c'était très intéressant, merci. Ok. Donc, je passe la parole aussi à Bruno Godard qui avait des questions autour de la RSI. Oui. Oui, je voulais savoir au niveau des règles qui ont été prescrites au cahier des charges, est-ce que c'était des règles françaises ou des règles anglaises? Alors, les spécifications sont basées sur des règles anglaises. Il y a un autre BRI Digest spécifique sur la réaction sulfatique interne. Cependant, nos critères en fait ont été assez clairs, c'est-à-dire qu'on avait un maximum à 65 degrés pour les bétons à moins de 40% de laitier et relaxé à 75 degrés pour les bétons à plus de 40% de laitier ou 25% de cendres volantes. Donc nous, comme on avait globalement que des bétons à plus de 40% de laitier, en tout cas sur des bétons in situ, on était sur du 75 degrés. Mais c'est un document anglais qui fait base, qui fait le. Oui, je connais le BRE Digest, mais c'est un vieux document, ça déjà. Non? Alors, je vais aussi, si tu veux, Pierre-Edouard, parce que j'étais en phase de design. Pierre-Edouard n'était pas encore arrivé sur le projet. Moi, j'étais pas mal en phase de design. Tu as tout à fait raison. Le BRE Design est de 2001. Et comme sur ce projet, on était en design and build et que j'étais quand même pas impliqué avec McDonald's dans le design, on a fait, passe mon expression, du français sans le dire. C'est-à-dire que 75, 40% de l'été, etc. C'est-à-dire qu'on est allé imposer, parce qu'un cahier des charges peut être posé toujours quelque chose de plus exigeant, on est allé imposer les 75 et autres en référence au règlement français, à la façon dont on fait, parce qu'on était des designers français. Donc ça fait partie des illustrations comme quoi, à un moment donné, on est capable, au niveau d'entreprise française, de promouvoir des règles quand elles nous paraissent bien appliquées. Et donc, on a fait du IFSTAR sans le dire. Voilà, parce qu'il ne faut pas vexer les gens. Mais globalement, ça répond à ta question. Oui, d'accord. Ok. Et j'en avais une autre, c'était, j'étais très surpris de voir de grosses dispersions sur les résultats des essais de durabilité et qui sont bien supérieurs à ce que l'on a pu constater dans Perfdub. Est-ce que vous avez des explications à ça? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'on a un très haut coefficient de variation vraiment sur les essais de carbonatation. Alors, en analysant en fait cet essai de carbonatation, on a quand même une plage de résultats qui est très variée parce qu'on peut avoir des mesures de carbonatation à 10-14 et des mesures à 10-11. Donc, le fait de calculer le coefficient de variation avec une telle variabilité, enfin, sur la plage de mesure, ça crée des hautes valeurs. Après, sur ce qui est des migrations chlorure, on est aux alentours de 60%. Je voudrais mettre un peu je voudrais dire quand même que là, les graphiques qui ont été montrés, ils sont par famille de béton. Donc, il y a plusieurs bétons qui peuvent être un petit peu différents à l'intérieur, mais qui font partie de la même classe. C'est-à-dire qu'on peut quand même, à l'intérieur de ça, reséparer par formule béton pour potentiellement réduire un peu ces coefficients de variation. Après, sur ce qui est pénétration d'eau, on est aux alentours de 35% de variation. Je ne sais plus si Lionel, sur immigration chlorure, je peux rajouter des éléments par rapport aux questions pertinentes de Bruno, parce qu'on se les a posées des questions, tu t'en doutes. Au niveau de la carbo, alors il faut savoir une chose, c'est que premièrement, la dispersion, le labo qui a fait les essais, enfin les essais de durabilité tels qu'on les a pratiqués, étaient des pratiques peu courantes en UK quand on a démarré le projet. C'est-à-dire que très peu de laboratoires, pour ne pas dire quasiment aucun, étaient capables de le faire. Donc tous les bétons, ils ont été qualifiés avec des éprouvettes qu'on avait envoyées au LERM pour les faire qualifier. Déjà, ça c'est le premier point.
Et derrière, le laboratoire s'est mis à faire des essais avec une dispersion assez forte. On n'a jamais réussi à la faire baisser. Et par exemple, c'est vrai que ces essais ont été faits avec du 2% de CO2, mais sans tenir compte de toutes les précautions de préconditionnement qu'on a pu identifier pendant Perfview. Donc, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on ferait un peu les précautions, on mettrait en place les modes opératoires avec notamment tout ce qui est préconditionnement et saturation. Je pense qu'on aurait quand même réduit un peu ces valeurs-là. Ça, c'est un premier point. Et sur les chlorures, je ne me l'explique pas. J'avoue que c'est vrai qu'on est assez tombé dans l'armoire, mais pareil, une maîtrise de l'essai par le laboratoire, peut-être pas de ouf. Et surtout, comme l'a souligné Pierre-Édouard, le fait qu'on avait des familles de béton et qu'on a testé des bétons un petit peu différents et qu'on a un peu mélangé dans la mesure où on arrivait à être conforme. Mais les dispersions sur les chlorures sont pas top. Est-ce que ça peut pas aussi, est-ce que Perflub, on faisait pas le NT Build, on faisait aussi Un peu amélioré, mais globalement, c'est à peu près quand même la même chose, quoi. Logiquement, un TBUL 492, on aurait pu avoir des dispersions bien plus faibles que ça. Je m'attendais à des dispersions bien plus faibles. Mais là aussi, on en revient à ce qu'on a dit au niveau de Perflub, Bruno, que l'essai, c'est bien, le laboratoire qui fait l'essai, c'est encore mieux. C'est-à-dire, quelque part, des laboratoires qualifiés pour cet essai-là. Ils étaient vraiment au démarrage du démarrage, quoi. Style, ils avaient pour ce coup-là quelques dizaines d'années de retard, hein, sans mentir. Et il n'y a pas de contrôles qui ont été faits par un autre labo, je dirais, plus performant, quoi. On aurait pu le faire, on aurait sûrement, alors là, c'est là je vais être cynique, mais on aurait sûrement eu envie de faire ça si on avait eu des résultats non compliants. Mais tu sais ce que c'est sur un projet, dans la mesure où on avait une marge de sécurité et qu'on était conforme aux exigences. Voilà, les entrepreneurs n'avaient pas forcément plus d'argent à mener. Mais avec le recul, j'aurais bien fait des essais tiers. Je te le confirme. Ok, merci bien. Une autre question de François Tout le monde. Aïe. Oui, pardon. Donc j'avais la question sur les classes d'exposition. Est-ce qu'on était équivalent à du XA3? Donc bon, c'était un peu brutal. Et puis une question, une réaction par rapport à ce qui était demandé sur le béton de fibre. Quelle était sa spécification vis-à-vis de la traction? Et est-ce que vous savez s'il y a eu du rebut par rapport à ça au niveau de l'usine? C'est-à-dire, j'entends qu'il n'y a pas eu de rebut une fois que les voussoirs étaient produits et contrôlés, où il n'y en avait pratiquement pas ensuite sur la phase chantier. Mais est-ce qu'il y avait de la non-conformité matériaux que vous n'auriez pas pu voir? En termes de non-conformité, clairement, il y en a eu peu. En tout cas, ouais, il y en a eu assez peu. Ouais. Tu te rappelles quelle classe c'était? C'était du 4C, je crois pas. Hein. Du 3C, non? On n'avait pas des exigences de fou en termes de traction. Je pense qu'avec 30 kg de fibre, effectivement, ça ne devait pas être. C'était du 3C. La lettre ne devait pas être très. Une 3B. Non, on n'était pas hyper haut. En fait, c'est quand même un tunnel de flotte. Donc, il n'y avait pas d'exigence extrêmement forte. Ok. C'était 4C quand même? Non, en valeur. C'était 4.1 ou 4.5 en valeur de traction. Je n'ai pas la correspondance. Et en FR1, tu crois? Je ne m'en rappelle plus. Il faudrait qu'on regarde. On regardera, on répondra à François, mais On va prendre encore 2 questions. Le temps passe. Il y a Bertrand Collin qui a levé la main. J'ouvre son micro. Voilà. Donc, bonjour. Merci pour l'exposé. J'ai 2 questions très rapides. Vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai 2 questions très rapides. Au niveau de l'avancement du projet, vous diriez que vous en êtes où à peu près? Plutôt sur la fin. D'accord. Le génie civil va arriver à son terme fin 2023. En fait, là, il reste 6 mois de revêtement de tunnel. Et puis après, il y a toute une phase de toit. Donc, éléments préfabriqués pour fermer les ouvrages. Et ensuite, il restera encore 6 mois, 1 an pour faire tout ce qui est... parce qu'en fait, tous les sites qui sont aujourd'hui des chantiers sont rendus aux Londoniens, c'est-à-dire que ça va devenir des parcs. Donc, il y a il y a encore un peu de travail après, mais ça sera plus du génie civil. Et puis, il y a toute une partie de test. Oui. Donc, un an de génie civil et puis au moins 1 an pour mise en place, je pense.
D'accord. Ça, c'est la deuxième question en fait que j'allais vous poser. Sur ce type de structure, est-ce que, par exemple, pour les enceintes nucléaires, il y a des tests de gonflement, de choses comme ça. Pour les ponts, il y a des essais en charge. Pour ce type de structure, quel genre de tests, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme test possible et prévu? Alors, il y a des tests d'étanchéité qui sont prévus et des tests avec des outils mécaniques, des pompes et des valves. Et c'est pas des tests très simples parce que Ah oui. Vinci Construction Grand Projet faisant partie du projet initial Lit-Tunnel, je crois qu'il y a encore des tests en cours. D'accord, oui, j'imagine que c'est pas simple Non, en mettre fait, en œuvre. alors l'avantage, c'est que nous, on passe après ce premier projet. Donc, les erreurs et Oui. il y a plein de choses qui ont été apprises. Donc, ce sera nettement plus simple pour nous. Mais le système principal était très compliqué puisque je pense qu'il y a eu au moins, si ce n'est pas 10 ans de tests, pas loin, quoi. D'accord, très bien. Pendant le fonctionnement, parce que le tunnel est en fonctionnement. Mais oui, c'est pas simple, les tests et les pompages après. Merci beaucoup. De rien. Il y avait aussi Reda Belmajdoub qui avait levé la main, je crois. Reda, si tu veux poser ta question. Oui, bonjour, merci Didier, bonjour à tous, et franchement, super présentation, hein, donc j'ai beaucoup apprécié cette présentation. Alors, surtout le dernier volet innovation, je sais que ça parle pas forcément à tout le monde, mais moi, je suis en charge des projets d'innovation au sein de la Société du Grand Paris, et du coup, j'aimerais bien en parler avec vous, peut-être en dehors, mais est-ce que la solution avec l'utilisation du plastique recyclé, donc, enfin, c'est du plastique, si j'ai bien compris, qui est traité avec leur brevet, c'est-à-dire qu'ils ajoutent quelque chose de telle manière que ça ne détériore pas les propriétés du béton. Est-ce que vous avez appliqué cette solution en France ou pas du tout? Ou Non. vous l'avez uniquement testé sur le… Alors aujourd'hui, c'est clairement une start-up, hein. Donc nous, on a commencé en 2019. Je sais qu'ils travaillent en parallèle au Japon. Ils travaillent avec nous en Angleterre. Aujourd'hui, ils ont des usines de production et de traitement de plastique uniquement aux États-Unis et peut-être maintenant au Japon, mais même nous, en fait, les essais qu'on a faits sont sur des échantillons de plastique recyclés et traités aux États-Unis parce qu'on est encore en phase de test. Si vous voulez, il faut suffisamment de mètres cubes de béton et de production pour qu'ils puissent installer une unité de traitement, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas en Angleterre ou en Europe. Par contre, Pierre-Edouard, ce que tu pourrais faire, c'est partager avec Monsieur Reda Belmajdoub l'article que tu as rédigé, qu'on a coécrit avec les gens de Maicon, qu'on a présenté à Oslo l'année dernière. Je pense, parce qu'effectivement, c'est des initiatives, vous avez raison de le souligner, monsieur, c'est que c'est des initiatives où nous, on essaie de chercher des solutions. Alors, ça va pas être grandiose, les remplacements, mais c'est quand même des pierres qu'on pose et qui sont intéressantes, vous avez raison de le souligner. Donc, on peut partager avec vous ces sujets. Donc, si vous, par la FGC, vous m'envoyez un mail, Ouais, Pierre-Edouard super. plutôt. Ouais, on Oui, vous oui, partage cet article-là déjà, et puis si vous voulez en discuter un peu plus en détail avec Pierre-Edouard, tu as continué à la phase numéro 2 Ouais. d'investigation in situ. La phase numéro 2, elle a été analysée, mais aujourd'hui, notre partenaire n'est pas partisan de la publier. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas communiqué encore les résultats. Mais disons que la phase 2, on a quand même incorporé ce plastique traité dans une centrale à béton pour le tester en mode industriel. Et on a bétonné un ouvrage temporaire, nous, sur le site. Donc, encore une fois, il y a pas mal de choses à faire, mais il faut pousser, il faut des volumes pour pouvoir développer ces innovations. Ouais. Ça marche. Je serai preneur de l'article et j'hésiterai pas. Donc, je vais essayer de qualifier ça de mon côté, donc au sein de la Société du Grand Paris. Vous pouvez mettre votre adresse email dans le chat, comme ça, Pierre-Edouard, tu peux la récupérer et faire passer l'article qu'on a rédigé. Ça vous donne une petite idée, puis je voulais qu'on aille plus loin. Voilà, ça marche. Et j'ai deux autres petites questions très rapides. Alors, très, très rapide. Hein. C'est une question donc, sur l'épaisseur des voussoirs
Est-ce que, au stade de la conception, est-ce que vous avez cherché à faire une optimisation de l'épaisseur des voussoirs ou pas forcément? C'est-à-dire, vous êtes juste calé sur une épaisseur qui, on va dire, la plus sécuritaire donc, pour tout l'ouvrage, ou vous avez cherché à optimiser, mais vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas possible? Deuxième question, c'était, alors c'est plutôt une remarque qu'une question. J'ai été vous êtes passé un peu vite sur la partie donc le bilan carbone des différents bétons sur la matrice exégie. J'étais un peu étonné de voir du CM3A c'est 30, je crois, c'est 30, c'est 35, considéré comme du béton normal et pas forcément bas carbone. Si on peut mettre un petit mot alors, là-dessus. C'est peut-être j'ai mal vu, hein, ça peut-être parti non, mais très vite. il faudrait que je regarde la quantité dans le détail. En fait, c'est la matrice pour les bétons temporaires. Donc, pas forcément. Du CM3 est 40%, c'est pas forcément un CM3 pour alors, ES ou plus SR. D'accord, ok. je regarde dans le détail, mais alors celle-là, c'était la matrice béton temporaire parce qu'après l'analyse béton permanent, ouvrage permanent, on s'était rendu compte qu'il y avait vraiment des gains à faire. Et sur l'analyse béton temporaire, il y a encore plus de gains au final parce qu'on se retrouve à avoir bétonné seulement 50% de nos ouvrages temporaires avec des bétons considérés bas carbone. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a quelques bétons, donc même avec des CM3 qui sont au-delà de nos critères internes Vinci. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi essayé de développer des formules plus bas carbone qui ont des résistances similaires pour donner l'option aux équipes de chantier pour réduire nos émissions. Mais en fait, ça a été analysé sur la formule béton. Donc, ça veut dire effectivement que le dosage en laitier est un petit peu faible sur celle-là. Ok. Les dosages en ciment sont un peu forts en Angleterre. Ouais, de façon traditionnelle, les Anglais ont tendance à surdoser. Et voilà. Et puis pour la première question, donc j'étais pas là au niveau du développement du design des voussoirs. De souvenir, il faisait 35 cm pour le tunnel principal. Je pense que ça a dû être optimisé autant que possible. Par contre, c'est intéressant comme question parce que j'étais là pour la phase 2, donc du revêtement secondaire. Et là, pour le coup, on a poussé le designer à réduire les épaisseurs de 50 mm de chacun des tunnels. Donc, en fait, nos revêtements, initialement de 24 cm, sont passés à 19, ou même c'était 23 jusqu'à 18. Et en fait, ces 50 mm nous ont fait gagner 11 000 m3 de béton. D'accord. Et Donc, en il y a fait, eu un travail d'optimisation. donc j'étais pas là dans la phase revêtement principal. Mais en tout cas, on a fait l'exercice pour la phase secondaire, tout simplement parce que baisser les émissions de CO2 sur ces ouvrages où on a des très fortes exigences de décoffrage au jeune âge, eh ben, on n'arrive pas à baisser les émissions de CO2. En tout cas, on n'est pas équipé pour. Il y a plein de choses qui se développent, mais nous, on n'est pas équipé pour. Et donc, en fait, comme on ne peut pas baisser les émissions de CO2, on a essayé de les baisser autrement. Donc, on a réussi à enlever, je crois que c'est 11 000 m3 de béton sur les 10 km. Il faut peut-être remettre aussi dans le contexte, et pour répondre aussi à François Tout-le-Monde, je vais aller regarder dans mes tablettes, c'est que le design, il date d'il y a 7-8 ans, voire presque 10. D'accord? Parce qu'en fait, effectivement, Pierre-Edouard nous présente ça fait un petit longtemps. Et donc, en toute honnêteté, s'il y a 7-8 ans, on cherchait à faire de l'optimisation de design, de produit design, c'était pas une optimisation de design à des vocations de réduire l'empreinte carbone. Ce qu'on fait beaucoup plus systématiquement maintenant, qu'on faisait il y a 7-8 ans. Quoi. Donc, pour le ramener dans le contexte, je pense que le design qui a été fait pour les voussoirs était un design classique, optimisé économiquement, mais pas forcément en termes d'empreinte carbone. Et pour revenir sur la question de François, moi j'ai trouvé dans mes tablettes qu'on avait 35 kg de fibres métalliques, Pierre-Edouard, et donc a priori c'était un 4C. Moi je crois me souvenir qu'on a eu quelques dispersions, notamment au début sur pour capturer le C-mode 1, hein, tu sais le FR1, François. Comme souvent, et qu'effectivement, on a eu pas mal d'essais au début pour que le laboratoire soit plus qualifié en termes de
de mesure du FR1, quoi. Mais à ma connaissance, on n'a pas eu énormément de rejets, quoi. Mais on a fait un peu plus d'essais de flexion que prévu. On a eu quelques soucis pour faire passer l'essai de patin. Tu te rappelles le Pierre-Edouard, d'essai je sais plus comment on l'appelle. Ah oui, des deux blocs l'un contre l'autre. Oui, ouais, tout à fait. Avec l'excentricité. Celui-là, on a eu un peu plus de mal à le faire passer. Bon, je vous arrête parce qu'on commence à être largement au-delà du délai, mais peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse un peu à la durée de nos webinaires. En tout cas, un grand merci au nom de la FGC à Pierre-Édouard et puis à Lionel aussi d'avoir débusqué cet intéressant exposé. On voit qu'il y a eu beaucoup de questions, donc peut-être qu'il faudra faire un autre webinaire sur avec des conclusions sur le sujet des bétons avec les plastiques ou des choses comme ça. On a permis de défricher pas mal de choses. Donc, merci beaucoup d'avoir inauguré cette nouvelle formule. Et puis, donc, rendez-vous à tous pour le 2 février pour un autre webinaire dont le titre n'est pas encore déterminé, mais ça ne saurait tarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Merci Didier, merci Pierre-Edouard. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Super présentation, merci. Et merci de nous envoyer un petit mail à Pierre-Edouard, comme ça on pourra vous envoyer des éléments si ça vous intéresse, monsieur Belmadjoub.